Ce soir à l'émission, on vous invite sur le parcours du non-voyant à l'occasion de la semaine de la canne blanche. Quand on n'a pas la vue, on a d'autres sens. Et c'est un peu ce volet-là qu'on veut expérimenter dans les prochaines années. Et on vous propose une séance d'escalade au Crux de Boisbriand. Il y a deux grandes familles. Tu as l'escalade de bloc et l'escalade de voie. En entrevue, je reçois Ajar El Bouchiki qui nous parle de la 28e édition du défi Ose entreprendre. C'est un concours qui mobilise vraiment 300 responsables locaux dans les 17 régions du Québec. Je m'entretiens également avec la cinéaste et scénariste Siam Cortas à propos de son nouveau projet intitulé « Le temps passe ». C'est un film où le Liban est présent et le Québec est présent. Enfin, Sophie Tessier nous présente les événements à venir au cabaret spectacle La Petite Église. L'idée, c'est vraiment de permettre au public une incursion dans le monde des artistes et des artistes qui viennent nous visiter quelques semaines plus tard. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 5 février 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jaunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a beaucoup d'activités qui se tiennent dans la région dans le cadre de la semaine de la canne blanche. Il y en a une qui a attiré particulièrement votre attention. En effet, Claude, donc cette semaine de la canne blanche qui se veut un moment pour sensibiliser la population aux réalités des personnes vivant avec des limitations visuelles. Alors, c'est l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides qui organisait une série d'activités cette semaine, dont le parcours du non-voyant offert à la salle de la Vieille-Gare mardi à Saint-Jérôme. Le maire de Saint-Jérôme, Rémi Barbeau, s'est prêté au jeu. Je vous présente ça ce soir dans notre reportage. La semaine de la canne blanche est une semaine de sensibilisation pour que la population comprenne les défis des personnes avec une limitation visuelle. Ça ne veut pas dire nécessairement aveugle, mais ça peut être avec une limitation visuelle. Comme moi, il me reste 10 % de vision. J'ai l'air un peu d'imposteur parce que j'ai pas de canne blanche, mais ma limitation visuelle est très importante. C'est comme si je regardais dans des tuyaux. Alors, puis l'historique de la canne blanche, ça a commencé à Paris des années 40. Il y avait les contrôleurs routiers qui faisaient la circulation avec un bâton blanc. Puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire, on va prendre un bâton blanc, ça a l'air d'attirer l'attention, puis je vais marcher avec la canne. Puis c'est de là que c'est parti la canne blanche. On commence par un parcours du non-voyant avec des tuiles podotactiles. La compagnie Shareworks est avec nous aujourd'hui, puis nous explique un peu. Et là, les yeux fermés, on se déplace avec une canne, donc on a une petite formation canne. Ensuite, on s'en va du côté sensoriel, odorat, je pense, c'est l'odorat. Et on fait sentir 3 bâtonnets pour essayer de détecter c'est quoi l'arôme d'huile essentielle qu'on propose. Ensuite, on a le côté gustatif où on fait goûter des jus et on a même le citron. Il y a des gens qui vont goûter le citron en disant « mais c'est quoi? Ça me dit quelque chose! » Pourtant, le citron, s'il y a quelque chose qu'on va détecter puis qu'on va faire des grimaces, c'est bien l'acidité du citron. Ben voyons! Ça me semble si évident. Ça, c'est parce qu'il y avait le 3e shot après. C'est très acide. C'est probablement du jus de citron ou jus de lime. Donc, on a jus d'orange, citron, sauce soya même. Donc, ça, c'est un peu crunchy. Et on a la section plus touchée. Donc, on fait couper des légumes. On utilise le couteau qui est fait exprès pour pas se blesser. Mais on essaie de cuisiner. Donc, il y a une petite immersion culinaire les yeux fermés. Les différentes étapes vont en fonction, finalement, du côté sens. Donc, ce qu'on a voulu, tu sais, nous, on est une association qui prône, qui sensibilise la population. Donc, quand on n'a pas la vue, on a d'autres sens. Et c'est un peu ce volet-là qu'on veut expérimenter dans les prochaines années. Donc, juste pour t'expliquer un petit peu comment le cerveau fonctionne, quand on appose un loup sur nos yeux, quand on est non-voyant, notre cortex, qui est là où le nerf optique envoie toutes les images, il est plus fonctionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un cortex qui est vide, qui a besoin de se remplir d'images. Et là, ce qui va se passer, c'est que le toucher, l'ouïe, l'odorat vont entrer en ligne de compte pour aller
pour aller combler le cortex. Et les gens qui avaient une vue auparavant vont pouvoir se recréer une atmosphère, recréer finalement le visuel qui était manquant par l'aspect visuel. Donc, à partir de là, nous, on s'est dit, on va faire goûter, on va faire toucher et on va faire sentir des choses. Et quand on n'a pas les yeux, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de percevoir, d'analyser puis de trouver une réponse finalement à notre à l'expérience qu'on vit. Là. OK, ça veut dire que je suis pas aligné comme du monde. OK, attends une seconde. Fait que là, elle est plus là. Mais avec mes pieds, OK, je sens les deux bordures comme ça. OK. La stratégie à prendre aussi, c'est de penser plus loin. On regarde l'horizon même si on ne voit pas. OK. Ça va nous permet de voir un petit peu plus loin. Étonnamment, se déplacer, c'est très difficile. Là. Je pense que tout le monde peut s'entendre que se bouger, les yeux fermés. Puis on n'était même pas dans une rue. Il n'y avait pas de facteur externe, il n'y avait pas de bruit externe. Donc ça, c'était quand même difficile. Mais sur les tests de goût, certains éléments étaient plus difficiles parce que je ne pouvais pas voir la couleur, par exemple, du liquide que je buvais. Donc ça complexifie les choses un petit peu. J'essaie de me repérer, j'étais où dans l'immeuble que je connais quand même bien. Puis là, on me disait que j'étais pas à la bonne place. Mais tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Il y avait du bruit dans l'édifice où il y a beaucoup de monde. Donc des fois, ça mélangeait le sens. Il faut que tu vas te concentrer, entendre ta canne sur le sol. Ça fait quand même plus complexe que je pensais que ce serait. C'est vraiment particulier. C'est une belle expérience à vivre de savoir qu'est-ce que les gens qui ont des problèmes de vision ont comme réalité. Mais c'était super stimulant. Tous les sens étaient en alerte. C'était vraiment le fun. L'association va fêter sa 5e année d'existence au mois de mai. On a plus de 400 membres maintenant. On est parti, on était 10. Puis là, maintenant, on est rendu 400 membres en 5 ans. On couvre partout dans les Laurentides jusqu'à Ferme-Neuve. Alors, c'est quand même beaucoup de territoire à couvrir. 400, ben c'est un bon chiffre, mais ça serait bien d'atteindre 1000 à un moment donné. Alors, on a des esprits de grandeur, on a en masse, nous autres. Il y a beaucoup de besoins dans la population. Environ 7% des gens dans la population ont une limitation visuelle. Peut-être pas au point comme avoir 90% de perte de vision ou être aveugle complètement, mais on parle pas non plus de myopie ou des choses genre. C'est vraiment une limitation visuelle qui peut être causée par différents types de maladies, le glaucome, la DMLA, la rétinite pigmentaire, etc. Les villes elles ont été conçues au début n'étaient pas adaptées pour les différents besoins de la population, surtout en accessibilité. Donc, c'est sûr que là, à court terme, ce qui a été fait le plus récent, l'intersection la plus neuve à Saint-Jérôme, c'est le feu de circulation qui se fait devant l'hôpital de Saint-Jérôme. Donc, cette intersection-là a le sol adapté pour les personnes malvoyantes. Mais dans les années à venir, il faut faire beaucoup de choses. Puis là, il faut être vraiment au sens large. Oui, il y a les personnes malvoyantes, mais aussi les personnes qui ont des handicaps physiques. Les personnes, des femmes enceintes aussi n'ont pas la même motricité des fois à certains moments de la grossesse. Donc, il faut vraiment penser à être une ville accessible. Il y a beaucoup de travail à faire devant nous, mais je pense que c'est un quotidien qu'on va devoir s'adapter. Merci, Clara. Merci, Claude. La ville de Rosemère invite la population à son carnaval annuel le samedi 21 février de 11h à 15h au parc Charbonneau. Planchettes à neige, tours de calèche, patinage, glissade, curling et murs interactifs sont au nombre des activités offertes, le tout accompagné d'animations musicales et de tirs sur neige. Les personnes intéressées sont invitées à apporter leurs traîneaux, leurs patins et leurs casques pour profiter des installations et des activités. La Ville de Saint-Jérôme offre désormais aux nouveaux propriétaires la possibilité de payer les droits de mutation immobilière, communément appelés taxes de bienvenue, en 2 versements égaux plutôt qu'en un seul paiement. Concrètement, le premier versement devra se faire dans les 30 jours suivant l'envoi de la facture et le second 90 jours après cet envoi. Cette décision adoptée par le conseil municipal s'inscrit dans la volonté de la Ville d'alléger la pression financière associée à l'acquisition d'une propriété. Le coup d'envoi de la 28e édition du défi Ose entreprendre vient d'être donné et comme elle le fait depuis toujours, la MRC de Thérèse de Blainville assure la coordination de ce concours à l'échelon local. J'en discute avec Hajar El Bouchiki, conseillère au développement économique et entrepreneuriat pour la MRC de Thérèse de Blainville. Bonsoir, Madame El Bouchiki. Bonsoir. Alors, c'est un vaste concours qui peut mener loin quand on s'y fait remarquer. Il faut d'abord se distinguer à l'échelle locale. Alors, comment ça fonctionne?
Oui, effectivement. Donc là, c'est un grand mouvement québécois qui propulse et honore les entrepreneurs du Québec et honore leur esprit entrepreneurial. Donc, il y a 3 échelons dans ce défi Ose entreprendre. Il y a l'échelon local. Donc, moi, je suis la responsable locale de la MRC de Thérèse de Blainville. Et par la suite, donc, les candidats qui sont inscrits, lorsqu'ils sont nominés donc, en tant que lauréats locaux, ils se qualifient à l'échelon régional, donc toutes les Laurentides. Et par la suite, quand ils sont qualifiés, ils partent à l'échelon national à Québec. Donc, c'est un concours qui mobilise vraiment 300 responsables locaux dans les 17 régions du Québec. Et les entrepreneurs, vraiment, ont beaucoup à gagner. Oui. Bon, il y a différents volets dans ce concours. Il y a le volet scolaire dont vous vous occupez pas, vous, à la MRC. Et là, expliquez-moi de quoi ça retourne, là, côté volet création d'entreprise et volet réussite Inc. Oui, effectivement, le défi Ose entreprendre, c'est 4 volets au total, mais nous, à la MRC de Thérèse de Blainville, c'est vraiment 2 volets, donc notamment le volet création d'entreprise et réussite Inc. Alors, le volet création d'entreprise, c'est pour les entreprises en démarrage, donc les nouvelles entreprises sur le territoire, donc qui ont un numéro au niveau des registraires des entreprises du Québec et qui n'ont pas réalisé de vente avant le 1er avril 2025. Oui. Donc, ces entrepreneurs, ils sont vraiment invités à s'inscrire au défi Ose entreprendre, volet création d'entreprise. Le deuxième volet, c'est le volet réussite Inc. Alors, c'est pour les entrepreneurs qui ont déjà participé au défi Ose entreprendre, donc il y a 5 ans ou plus, dans le volet création d'entreprise et qui sont toujours en activité sur le territoire de la MRC de Thérèse de Blainville. Et c'est ouvert à tous les types d'entreprises? Oui, absolument. C'est vraiment tous les types d'entreprises, tous les secteurs d'activité. Donc, vraiment, ils sont invités à s'inscrire. C'est juste un formulaire en ligne. J'ajouterai aussi que pour le volet création d'entreprise, il y a 6 catégories. Donc, les entrepreneurs sont invités à choisir la catégorie adéquate. Donc, il y a la catégorie commerce, services aux entreprises, services aux individus. Il y a innovation technique et technologique. Il y a aussi économie sociale et aussi la catégorie exploitation-transformation. Et quels sont les critères d'évaluation des dossiers qu'on va vous soumettre? Alors, il y a un jury, donc des jurys vraiment constitués de professionnels et d'experts qui vont analyser les dossiers reçus. Ils se basent sur plusieurs critères, notamment là, dans le modèle d'affaires, la viabilité du modèle d'affaires, surtout aussi la posture managérielle et l'aventure managérielle que les entrepreneurs vont nous raconter. Il y a aussi un volet donc prévision financière. Donc vraiment les experts, nos jurys, ils se penchent sur l'analyse du dossier, ils regardent tous les volets, ils regardent aussi s'il y a de l'innovation donc qu'il y a dans les candidatures qui sont présentées. Quels sont les effets mesurables d'un concours comme celui-là sur l'économie locale? Je dirais qu'il y a beaucoup d'effets. Donc, sur les entrepreneurs qui sont vraiment le noyau de l'économie locale et sur toute l'économie locale. Je dirais que c'est un bon concours qui permet aux entrepreneurs déjà de valider leur modèle d'affaires. Oui. Donc, structurer également leur modèle d'affaires, gagner des bourses et aussi avoir une belle visibilité sur l'échelon local, sur l'échelon régional et sur l'échelon national. Donc, il y a tout un tapage médiatique autour de ce beau concours. Il y a une belle visibilité, il y a tout l'écosystème qui est mobilisé pour vraiment propulser nos entrepreneurs. Oui, puis vous l'avez mentionné, il y a des bourses à gagner. C'est toujours bienvenu quand on opère une entreprise. Il y a 2 dates importantes à retenir. Mercredi 11 mars, 16h, ça c'est la date limite d'inscription. Mercredi 25 mars, le gala local à l'externat Sacré-Cœur de Rosemère. Toutes les informations sont disponibles sur le site web du défi Ose entreprendre. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Hajar El Bouchiki, conseillère au développement économique et entrepreneuriat à la MRC de Thérèse de Blainville. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous.
Le Cercle de fermières de Saint-Jérôme célèbre son 75e anniversaire cette année. Pour l'occasion, une causerie sur les thèmes de la sauvegarde du patrimoine artisanal et de l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille sera présentée le mercredi 18 février. De plus, une exposition sur l'histoire du Cercle de fermières de Saint-Jérôme sera présentée dans le hall des locaux d'histoire et archives Laurentides à la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon. Le vernissage aura lieu le dimanche 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La Ville de Saint-Jérôme annonce le début de la période de recrutement pour les emplois saisonniers. Plus de 140 postes sont à pourvoir pour l'été 2026, dont 130 dans les camps de jour et une dizaine dans les bibliothèques au sein du service des loisirs ou encore de la brigade environnementale. Les personnes intéressées sont invitées à postuler d'ici le 2 mars pour les postes de coordonnateur et de responsable de camp de jour et le 6 mars pour les autres postes saisonniers. On s'en va du côté du cabaret-spectacle La Petite Église avec la directrice des lieux, Sophie Tessier. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Claude. Alors, février, ça va être un beau mois, un mois chargé à La Petite Église. Vous lancez d'ailleurs un nouveau projet qui s'appelle L'envers du spectacle. Oui, tout à fait. Alors, l'envers du spectacle, c'est un projet qui nous tient tellement à cœur, sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs mois. L'idée, c'est vraiment de permettre au public une incursion dans le monde des artistes et des artistes qui viennent nous visiter quelques semaines plus tard. Donc, on est loin d'une entrevue traditionnelle. Là. On est vraiment dans un échange où l'artiste vient se présenter, mais vraiment avec son côté beaucoup plus humain. On plonge avec lui, on découvre un peu tout ce qui se cache derrière la scène, donc ses doutes, ses aspirations, ses élans. Donc, qu'est-ce qui a amené finalement au spectacle qui vient de nous livrer quelques semaines plus tard? On plonge dans le processus de création. C'est ça qui est la vision derrière cette nouvelle série? Oui, puis je dirais qu'à la base aussi, ce qu'on souhaitait, c'était démystifier le métier de nos artistes, parce que ça a de l'air facile quand ils viennent nous livrer leur spectacle comme ça, mais il y a tellement beaucoup finalement qui se cachent derrière. Puis on voulait vraiment permettre aux gens aussi d'avoir une réelle connexion, puis je dirais de vivre des moments uniques, pas comme on voit ailleurs, en quelque sorte, parce que la culture, au fond, c'est ça, hein? C'est des rencontres privilégiées, des moments d'échange, des rencontres humaines, surtout. Donc, on voulait rapprocher les arts vivants et le public, tout simplement. J'adore ça, très belle idée. Pour lancer la série, vous avez choisi quand même une invitée de marque. Oui, bien sûr. Bien, Chantal Lamarre, qui fait un retour sur scène. Chantal Lamarre, là, qui est connue, évidemment, de tous, également pour son sens aiguisé, sa bonne connaissance de l'actualité. Son humour singulier, absolument. Oui. Et on se disait justement, lorsqu'on lui en a parlé, tout de suite, elle a voulu embarquer dans le projet. C'était, je pense, tout à fait naturel pour elle de se prêter à cette première mouture. Et Benoît Archambault à l'animation. Donc, je suis certaine qu'encore là, il y aura... En fait, ça va être une soirée unique, le temps vraiment d'une heure, 1h15 à peu près pour le public. Puis ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que les gens qui vont venir assister à ces soirées-là, même s'ils viennent voir le spectacle, ce n'est vraiment pas le spectacle. Donc, on comprend que c'est vraiment autre chose. Puis donc, chaque mois, on va accueillir des gens de différents univers. Fait que là, on plonge avec elle dans son univers à elle. Par la suite, on aura l'occasion d'accueillir des gens en théâtre, en humour, en chanson. Est-ce qu'on peut les nommer déjà? Oui, on peut certainement. En fait, le mois prochain, ce sera 2 frères qu'on aura l'occasion d'accueillir. Et par la suite, on a déjà Hubert Proulx également de confirmer. Il y aura une suite. Puis l'autre chose aussi qui est pertinent de mentionner, c'est qu'on voulait garder ça hyper accessible au niveau de la tarification. Fait qu'on parle d'un 12 $ tout inclus pour venir vraiment vivre un moment unique. C'est vraiment pas cher. Oui. Alors, quelques jours plus tard, on change complètement d'atmosphère, de registre avec le retour de La Cible. Absolument. Donc, La Cible revient pour une 2e édition. La Cible, je vous rappelle que c'est le cabaret d'improvisation des Basses-Laurentides expérimentales. Donc, on accueille des gens de différents univers. Donc, ils vont venir faire de l'improvisation, oui, mais vraiment des matchs classiques, des numéros plus éclatés. On a des interprètes issus de l'École nationale de l'humour. Donc, ce sera Nathan Desjardins comme maître de jeu. Puis, également Jean Bouletta qui va venir mettre une ambiance musicale derrière tout ça. Donc, pour les amateurs d'impro, c'est une soirée à pas manquer.
manquer. Encore là, une soirée hyper accessible. Et vous avez une annonce spéciale à faire justement dans votre programmation. Oui, donc on lance aujourd'hui même, là, on annonce Louis-José Hood qui vient faire un rodage à la Petite Église, donc de son 6e one-man show qui va par la suite partir un peu partout à travers le Québec. Donc, c'est une soirée encore là, unique à ne pas manquer. Sortie familiale aussi en février? Oui, pour nos tout petits. Oui. Donc, les petits théâtres prennent du service. On accueille le spectacle clownesque là-bas. C'est un spectacle vraiment incroyable, un coup de cœur personnel, je vous dirais, et c'est surtout un spectacle sans parole. Donc, qui se veut, on est vraiment dans l'humour, on est dans l'humour fin, on va aborder des thèmes comme comme la résilience, le voyage un peu au cœur de soi, également les petites joies du quotidien, et les enfants réagissent très bien à ça. On peut penser qu'un spectacle sans parole, est-ce que les enfants vont embarquer? Mais c'est vraiment rigolo et c'est accessible là. Oui, j'en ai vu des extraits, ça a l'air formidable. On est vraiment dans le pur jeu clownesque. Oui. Donc, c'est une programmation, Sophie, qui se veut riche, humaine et rassembleuse. Exactement. Puis je pense que c'est ce que la Petite Église, on tente de proposer à chaque soirée. Donc, vraiment un contact extraordinaire avec le public, nos artistes qu'on accueille dans un lieu intime. Ben voilà, alors on va magasiner nos billets sur le site web de la Petite Église. Sophie, merci beaucoup. Merci. Scénariste, réalisatrice, comédienne et chanteuse, Siam Cortas s'est fait connaître avec un premier film en 2023, un court-métrage documentaire intitulé Doigts de fée, dans lequel elle nous présentait son fils Paul. Son deuxième projet est une fiction intitulée Le temps passe, inspirée cette fois de sa propre vie et qui porte les thèmes de l'identité culturelle, de l'immigration et de la persévérance artistique. Elle est avec nous pour en parler. Madame Cortas, bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, c'est un film qui existe pour le moment sur papier. Hein, c'est un scénario sur lequel vous travaillez depuis un certain temps, que vous avez remanié autant qu'on peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce film? C'est ça. L'idée, vraiment, elle date depuis quelques années, bien avant le film Doigts de fée. Il y a eu plusieurs versions. Puis, dernièrement, j'ai eu l'occasion de recevoir une bourse du Conseil des arts et des lettres pour l'écriture du scénario. Ouais. Et là, le scénario est déjà prêt. Puis là, on passe à la prochaine étape. Donc, vous l'avez présenté hier en lecture publique à Saint-Eustache. Oui. C'est donc dire que dans sa forme actuelle, le film est prêt là, pour la réalisation. Oui. Alors, qu'est-ce qui doit arriver pour que ce scénario-là devienne un film? Là, maintenant, on est en recherche pour la production, évidemment, d'un réalisateur. J'aimerais ça qu'il soit un peu de culture libanaise parce que la chanson, la musique occupe une grande place dans ce film-là. D'ailleurs, il y a la chanson L'Autre qui a été écrite par le parolier et sculpteur qui est très connu, Roger Langevin, et mise en musique par Serge Arsenault. Cette chanson-là a été traduite dans plusieurs langues, dont l'arabe, et elle fait une grande partie du film. C'est justement le titre, c'est Le temps passe. Ouais. Donc, un film légèrement inspiré de votre vie. Là, c'est pas une autobiographie. Oui. Mais vous êtes arrivé, vous, au Québec en 1972. C'était pour faire une maîtrise en sciences de l'éducation. Oui. Et un peu à cause de la guerre au Liban et aussi parce que vous étiez tombé en amour avec le Québec. Oui. Et vous dites une chose très jolie à ce propos-là, c'est qu'on vous a permis d'être à la fois libanaise et québécoise. Oui. Vous dites que vous avez été façonné par deux cultures. Quel est le résultat de cet exercice-là sur le plan humain, sur le plan de la personnalité? Ben, moi, d'ailleurs, ce film-là, c'est vraiment une reconnaissance. Oui. Parce que comme je le dis toujours, moi, si j'étais restée au Liban, j'aurais jamais eu l'idée ni de chanter en public, ni de faire des films. C'est vraiment, les choses sont arrivées comme ça sur un plateau d'argent. Ça m'a été offert. Au Liban, on m'aurait traité comme un peu de frivole ou je sais pas quoi là, mais ici, tout est possible. Donc, j'ai eu beaucoup de cadeaux, puis le film, c'est une question de reconnaissance envers le Québec. Mm-hmm. D'ailleurs, ça a été facile pour moi d'enseigner. J'ai enseigné pendant une trentaine d'années au Cégep. Ensuite, j'ai commencé par faire de la figuration. Ensuite, je suis devenue comédienne et comme ça, durant la pandémie, j'ai commencé à écrire les deux scénarios et c'est ça, là, c'est... Donc, c'est vraiment ici que l'artiste Siam Cortas s'est révélé. Oui, jamais au Liban, ça aurait pu arriver. Jamais, j'en suis certaine. Et jusqu'à maintenant, à mon âge, c'est comme je continue et
plus je vieillis, plus j'ai des idées, mais je ne sais pas si je vais avoir assez d'années pour pouvoir réaliser mes projets. Oui, c'est un film où le Liban est présent et le Québec est présent. Oui, d'accord. C'est la réalisation d'une... Disons, c'est parce qu'on est plusieurs artistes dans le film. Alors, c'est comment les artistes... C'est l'histoire d'immigrantes, artistes qui se réalisent ici. Ouais. Moi, je trouve... Le personnage central de votre film, qui s'appelle Selma, est une Libanaise qui a ouvert un restaurant. Ouais. Ce restaurant-là est devenu un lieu de refuge, de mémoire, de musique. C'est comme ça que vous le présentez. Pour la diaspora libanaise, faites-nous comprendre, Madame Cortas, l'importance d'un lieu comme celui-là pour la diaspora, justement. Oui, peut-être j'aurais dû ouvrir le restaurant plutôt que d'enseigner. Non, j'ai bien aimé l'enseignement, mais c'est pour dire, c'est vrai que c'est intéressant. C'est parce que les gens se retrouvent. C'est comme, il y a le personnage de la jeune, c'est une Libanaise, d'origine libanaise, mais née ici. Oui. Et donc, elle veut apprendre à jouer l'instrument. Puis c'est là où elle se réalise. L'autre comédienne aussi, qui a été une stand-upeuse au Liban, ou une comédienne connue. Et ici, elle se réalise à travers ça. Donc, c'est un lieu, c'est extraordinaire de pouvoir se réaliser en tant que Libanaise au Québec. Mm-hmm. Et c'est un peu l'histoire de ma vie. Oui. Au cégep, quand on voulait me qualifier, je dis la diplomatie libanaise. La Libanaise a été toujours bien accueillie. Je trouve ça extraordinaire. En tout cas, moi, je peux vous dire que la seule lecture du synopsis de ce film-là m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému. J'ai très hâte de voir le résultat de ce. Je vous souhaite tout le succès du monde. Siam Cortas, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. OK, c'est moi qui vous remercie. Envie de grimper au mur? Rendez-vous au Crux de Boisbriand en compagnie de Maude Pilon-Vernier. Je le sais que vous avez plusieurs types d'escalade. Peut-être que notre public connaît un peu moins les différences. Peux-tu nous l'expliquer? Effectivement, dans le fond, il y a deux grandes familles. Tu as l'escalade de bloc et l'escalade de voie. Le bloc, dans le fond, ça se fait sur des murs qui sont un peu plus bas. Souvent, c'est 15 pieds de hauteur. Et il y a un matelas de réception qu'on voit que lorsqu'on a fini et qu'on saute en bas ou qu'on tombe, il y a un énorme matelas de réception qui va donc faire en sorte qu'on se fait pas mal. Et puis, c'est une discipline qui est donc évidemment plus courte sur la longueur, donc souvent un petit peu plus rapide d'exécution. C'est pour, je dirais que ça touche surtout les 8 ans et plus. C'est là qu'on se dit que c'est plus accessible. Et maintenant, la voie, alors là, ça le dit, c'est une voie. Ouais. OK, donc ici, on a des murs de 32 pieds de hauteur. Et puis là, bien, on va être, si par exemple, on est débutant, on va venir ici, on va payer notre entrée, on va recevoir une petite formation de sécurité et par la suite, on va vous montrer comment vous attacher et puis vous allez pouvoir, dès votre premier 15 minutes d'être rentré dans un centre d'escalade, faire de l'escalade, de voie. Wow. Ouais. Ceux qui se disent qu'ils ont le vertige. Oui. Est-ce qu'on les invite? Est-ce qu'on les initie quand même? Absolument. C'est un des deux gros freins du monde de venir essayer l'escalade. Hein? Donc, le vertige, souvent, quand je parle à du monde, « je peux pas, j'ai le vertige. Mm-hmm. Statistiquement, peu de monde ont le vrai vertige. Hein? On parle de je monte sur un banc et j'ai peur. J'ai goût d'uriner dans mes culottes tellement que j'ai peur. Donc, on parle plutôt d'une peur naturelle des hauteurs. Hein? Oui. Notre cerveau, il se dit, pourquoi tu me fais monter en hauteur? C'est dangereux, tu sais. Parce que, clairement, il n'y a pas les informations qu'il y a besoin pour se dire, je suis en sécurité. Alors, c'est comme ça que, exemple, en voie, on va grimper de plus en plus haut, on va comprendre qu'on est en sécurité, notre cerveau va l'assimiler, puis la peur des hauteurs va quitter. Mais le secret, OK, il y en a un. C'est que même les meilleurs grimpeurs qui grimpent sur des parois rocheuses de 100 pieds et tout ça, dans des difficultés assez avancées, il y en a qui ont encore peur. Et ça fait partie de se défier soi-même, contre sa propre peur. Et c'est un petit thrill, tu sais. Sortir de sa zone de confort. Exactement ça. Mais peur veut pas dire dangereux. On parlait de Saint-Jérôme. Je pense que ça fait quand même un petit bout que ce projet-là est en branle. Oui. Là, dis-nous où il y en est, là, qu'est-ce qu'on attend de cette entreprise-là? Puis le centre va avoir du bloc, de la voie, des auto-assureurs pour évidemment initier le monde, puis que le monde qui sont tout seuls peut venir faire de l'escalade, de la voie encordée. Ça, c'est quand on commence à faire des formations, puis on grimpe en deux, avec 2 personnes, un assureur, un grimpeur. Il va avoir, ça va être un attrait pour les familles, ça va être un attrait pour les passionnés. Donc, un très beau centre qui s'en vient à Saint-Jérôme, tout neuf.
et on prévoit l'ouverture fin 2026. Il faut savoir aussi que le Cruche, on est toujours en train d'améliorer nos centres. Oui. Fait que je tiens à dire quand même, si on va à Saint-Jérôme pour ouvrir, Boisbriand aussi, on a déjà des projets d'amélioration. Laval aussi. Puis au niveau événement, on a quand même un très gros événement cette année. Donc à Laval, qui est un centre uniquement de blocs, on va avoir les championnats nationaux juniors d'escalade. Donc c'est les meilleurs grimpeurs du Canada qui vont venir dans le fond défier les blocs pour voir qui sera le meilleur grimpeur du Canada. Selon aussi, il y a des tranches d'âge. Mais c'est un gros événement à chaque année. Ça va être, si je me trompe pas, à partir du 14 mai jusqu'au 16 mai. Un énorme merci, Jeff. On sent l'énergie, puis on sent que ça part de toi parce que t'en manques pas. Merci, bon succès, puis bonne ouverture de la 3e succursale. Mais merci pour avoir vous invité quand elle va être ouverte. Merci. Merci beaucoup. Good job! Yay! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Le Sport Autrement suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.